Merci de la confiance renouvelée que vous nécessitez de nous accorder pour vous servir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande émission sur les antennes de Télé+, le rendez-vous qui reçoit pour vous pas mal de personnalités politiques et des différentes tendances confondues, disons ça comme ça, des têtes bien faites et non pleines. Et sur ce plateau, dans cette émission, je reçois pour vous un invité détail. Lui, il s'appelle Jean Bonheur Bongolo. Il est acteur de la société civile, d'une plateforme de la société civile, Agir pour le peuple. Oui, Agir pour le peuple, c'est au sujet que nous allons en débattre, surtout la thématique ayant trait à l'entérinement de Denis Kadimon par l'Assemblée nationale. L'opinion congolaise n'est pas restée indifférente, donc il y a climat, il y a tension des ralliements qui se font sentir autour de cet entérinement. Nous allons en parler à long à large pendant au cours de cette émission, mais aussi parler affaire RAM. Certes, l'Assemblée nationale a tiré d'affaire au sujet des registres des appareils mobiles et le ministre Kibassa s'en est donc sorti victorieux. On va en parler, faire un feedback et nous allons également parler état de siège, on en parle toujours et encore, et pour profiter, la pollution hier Kassai. Déjà des manifestations ont commencé, ont débuté dans cette partie de la République démocratique du Congo. On en parle avec un autre invité sur ce plateau, à qui j'ai dit bonsoir, monsieur Jean Bonheur Bongolo. Jean Bonheur Congolo. Jean Bonheur Congolo, mes excuses avant. J'ai massacré votre nom apparemment. Apparemment, oui. Un petit peu, ce sont les aléas. Ça peut arriver à tout le monde. Exactement. Voilà, d'entrée de jeu, vous avez suivi comment j'ai énuméré mes thématiques que nous allons devoir débattre pendant cette émission. Au cours de cette émission, voulais-je dire. Alors, d'abord, parlons en ce qui concerne l'entérinement de Denis Kadimon, un candidat contesté par les religions, par les confessions religieuses, disons ça comme ça, notamment la SENCO. Alors, il y a climat, il y a des tensions, des ralliements qui se font sentir. Comment avez-vous reçu d'abord cet entérinement de Denis Kadimon, vous, de la plateforme Agir pour le peuple? Nous, au niveau des plateformes, partant de nos analyses, c'était déjà évident qu'on allait arriver à un processus qui ne sera pas inclusif et qui ne sera pas, qui va pas suivre toutes les normes possibles, parce que les protagonistes au niveau des chefs de confession religieuse avaient atteint un niveau extrême, exagéré, et l'État s'est retrouvé à un blocage vis-à-vis des intérêts des individus et non des intérêts généraux de la population congolaise. Et le plus grave encore, le blocage n'avait rien à voir avec un processus démocratique basé sur des principes universels, mais c'était plus basé sur les intérêts de X ou Y. Donc, rien de surprise, partant de ce que M. Mbosso vient de faire au niveau de l'ensemble plénière. Elle était visible et c'était possible que nous arrivions là-bas. Pourquoi? Parce que dans chaque obstacle, il doit toujours avoir des hommes forts, des hommes visionnaires qui doivent prendre le dessus pour faire avancer la nation. Pour faire avancer la nation, mais les choix de Denis Kadimon fâchent l'opinion congolaise. Bon, il faut faire la différence entre les individus et les citoyens. Ce sont des acteurs qui sont mécontents par rapport à la désignation de Denis. Et puis ce qu'on reproche de Denis n'est pas lié à sa compétence. C'est plus lié à son passé où il avait des liens avec les partis au pouvoir. Et ça a tombé encore de plus du mal si nous allons encore sur le plan géopolitique, qu'il venait aussi des mêmes provinces que le président de la République. Donc, les analystes de la paire ont pensé que tous ces parcours doit nécessairement avoir l'influence par rapport au processus. Et de là, maintenant, les gens commencent à questionner son niveau d'intégrité. Vous voyez. Mais tous les gens qui avaient postulé, y compris moi-même, dans les processus, oui, nous nous sommes dit les problèmes au niveau de la société civile n'étaient pas au niveau des compétences.
Et nous savons dans chaque liste, il y a toujours eu des alliances qui se formaient et ce qui se déformaient. Rappelez-vous à l'époque de JKK, M. Joseph Kabila Kabange, nous avons expérimenté notre niveau de maturité de la société civile. Parce qu'après les élections de 2018, nous avons fait un état général. Parce qu'il y a eu une composante de la société civile qui s'appelait Yebela. Il y a eu d'autres composantes qui s'appelaient Oumela. Et en finish, il y a eu des autres qui s'appelaient Timbela. Vous voyez. Et au finish, nous avons répertorié des points forts, des points faibles dans l'accompagnement de notre démocratie. Et comment nous pouvons jouer en tant qu'acteurs de la société civile pour améliorer l'éducation civique, surtout civique électorale, pour atténuer les conflits post-électoraux. Et nous nous sommes mis à nous rappeler sur des principes universels. C'est-à-dire, ça ne doit pas nécessairement être Jean Bonnet à la place du président de la CENI pour que toutes les composantes se sentent à l'aise. Vous voyez. Et surtout chez nous, depuis Sun City jusqu'à aujourd'hui, la CENI avait pris le monopole à celui d'un arbitre qui doit siffler la compétition électorale. Très bien. Maintenant, les protagonistes de Sun City, tous sont là et continuent à être là. Ce qui va toujours poser problème. Que si ça pouvait même être moi, peu importe mon expérience, peu importe l'institution où je travaille, les gens allaient toujours chercher des virus ou des cancrelats là où ils peuvent arriver pour maintenant dire X ou Y. Mais la partie qui est, nous, de la société civile, surtout des partis des confessions religieuses, parce que nous sommes des ONG, des ASBEL, autrement identifiés que les confessions religieuses, après cet exercice, ou après les élections de 2023, je crois qu'ils doivent revoir leur charte. Qui ça, la CENI? Toute la confession religieuse dans son ensemble. Très bien. Parce qu'au départ... Y compris la SENCO. Exactement. Parce qu'au départ, il y a eu déjà des discriminations liées par rapport à qui sont des confessions religieuses. Est-ce que ça a été défini partant des lois de la République ou partant des groupes des individus qui ont créé la CIME? Parce que si vous regardez la loi de la République, nous en avons plus de 8. Qu'est-ce qui justifie que les 8 soient légitimes par rapport aux autres? Très bien. C'est des question marks qu'on doit élaborer. De 2, c'est à l'interne, leur manière de procéder, surtout dans les situations de contentieux. La charte des CIME n'a pas prévu de conflits d'intérêts par rapport à un processus. Au contraire, côté politique, ils étaient trop gentils. Ils ont certifié l'apport des confessions religieuses dans les processus démocratiques seulement parce que l'Église a joué un rôle vraiment prépondérant pour qu'on arrive là où nous sommes arrivés. Étant catholique, je ne pouvais pas aussi sous-estimer mon Église dans les processus. Très bien. Mais néanmoins, en tant que laïc de cette confession, je pense au niveau des commissions justice et paix de la branche de la SENCO, il doit y avoir des réflexions internes qui doivent vraiment, au niveau de l'Église catholique, que nous devons vraiment faire des réflexions, des analyses internes, parce que nous avons des fidèles qui ont des capacités à mieux orienter nos pères spirituels, afin de ne pas arriver là où ils sont arrivés. Donc, en quelque sorte, l'Église catholique a échoué et qui ne présente absolument rien comme raison de boycott. Non, ce n'était pas une compétition de qui gagne, qui échoue. C'est ce qu'on doit éviter dans notre démocratie. Notre démocratie, c'est valoriser les citoyens et les citoyennes qui veulent exprimer leurs ambitions à celui d'amener au bon port les désirata de notre population. Entre autres, réduire la pauvreté, les inégalités entre l'homme et la femme, le respect des droits de l'homme de tous et le développement de tous, surtout l'emploi des jeunes. Vous voyez. Donc la compétition est ouverte pour cette vision. Très bien. Ce n'est pas pour que X gagne et l'autre échoue. Parce que si nous allons dans cet angle, eh bien, nous aurons des problèmes. Parce que vous pouvez imaginer, l'Église catholique demeure jusqu'à aujourd'hui à plus de 55% de la population congolaise. Mais c'est un lobbying en matière électorale en République démocratique du Congo comme partout ailleurs, l'Église catholique.
Au détriment d'autres confessions religieuses. Son rôle doit continuer. C'est à celui de trouver les brebis égarées, à rentrer dans de bonnes voies, afin d'avancer la nation. Mais ici au pays, l'Église a pris beaucoup de devants par rapport aux autres acteurs. Je comprends le rôle qu'ils jouent dans le sens de réveiller les consciences des élus. Mais il doit arriver un moment, les élus doivent continuer à faire son travail à sa place, à sa juste valeur. Ça, c'est une bonne chose, oui, certes. Maintenant, l'Église doit ramener toujours la partie de l'éducation civique auprès de la population à laquelle elle est censée veiller pour son bien-être. Parce que si Christ est venu, il est venu pour les opprimer, pour les oppresser. Et la plupart de ces oppressés, les oppresseurs, souvent viennent toujours du côté des gouvernants. Très bien. Oui. Et l'Église doit toujours rester de l'autre côté pour créer l'équilibre. Ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Non, ça a toujours été le cas. Comment? Dans le sens, si vous rentrez le tout récent, phénomène avec Sun City, c'est la société civile dont l'Église a joué un grand rôle pour qu'on arrive là-bas. Conférence nationale souveraine, c'était encore l'Église. Donc la politique a, dès le début d'ailleurs de notre indépendance, l'Église avait pris déjà l'espace politique. Et ils se sont sentis confortables dans son rôle. Mais aujourd'hui, ils se posent maintenant des questions. Nous l'avons vu avec Mobutu. Nous sommes nés ou peut-être grandis à cette époque où on n'avait pas droit à des noms chrétiennes. On devait seulement nous appeler Congolo Pandé. Moi, j'ai été baptisé comme ça, si vous regardez dans ma carte. Donc, le nom Jean Bonnet a été récupéré quand Mobutu avait ouvert cet espace. Ce sont des questions de l'histoire qui doivent renseigner notre religion et notre foi pour savoir comment créer l'équilibre entre l'État et la religion. Donc, en quelque sorte, si je vous comprends bien, l'entérinement de Denis Kadima n'est pas une dictature, mais plutôt c'est la voie de la démocratie qu'on a suivie. Bon, c'est une dictature dans la démocratie. Dictature dans la démocratie. En bon? C'est-à-dire, explication. Les lois de la dictature dans la démocratie. Exactement. Pourquoi ça? Explication. La Constitution dit quoi? Le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. La Constitution ne prévoit pas un glissement. Ce qui veut dire, toutes les artères, y compris des confessions religieuses comme des partis politiques qui figurent dans la loi sur la CENI, devraient savoir qu'il y a aussi une notion de temps qui devait être respectée. Aujourd'hui, au moins, si le président de la République, d'ailleurs je l'encourage d'entériner M. Denis Kadima une seule fois pour toutes. Qui ça? M. Félix Tshisekedi. S'il en a fait, il n'a pas encore, c'est l'Assemblée nationale. J'ai dit, ça reste maintenant à lui d'apprécier. Et si le peuple conteste? Et de signer l'ordonnance. Et si jamais le peuple conteste? Bon, la contestation, c'est aussi la démocratie, n'est-ce pas? Très bien. Les mécontentements doivent être manifestés par plusieurs moyens démocratiques. Vous voyez. Maintenant, il y a un danger quelque part. C'est pour ça que j'ai dit c'est la dictature dans la démocratie. C'est-à-dire la loi mère nous dit qu'en 2023, nous devons avoir des élections où les citoyens doivent aller renouveler leur mandat, leur légitimité vis-à-vis de ces élus. Maintenant, si après avoir eu plusieurs prérogations, prolongations, état de grâce auprès des confessions religieuses afin qu'ils puissent trouver consensus et lever l'option et qu'ils ne sont pas arrivés à le faire. Quelque part, quelqu'un doit taper sur les tables pour dire eh bien, nous devons avancer parce que nous courons derrière les temps. Pour moi, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, le jour où il va entériner M. Kadima, il n'aura plus des excuses devant les citoyens primaires pour dire que je ne peux plus organiser les élections parce que j'ai perdu le temps avec les confessions religieuses pour trouver un président.
Ce qui veut dire qu'il est maintenant obligé, partant de la Constitution, de respecter les mandats qu'on lui a attribués. De deux, ça donne maintenant la pression aux parties prenantes, au processus électoral, de commencer maintenant à se focaliser sur la loi électorale. Là aussi, il y a beaucoup de réformes qui doivent à la fois toucher à la Constitution et à la fois toucher à la loi électorale, que nous devons résoudre. Il y a problème de machines à voter, il y a problème de nationalité, il y a problème de scrutin, de mode électoral, il y a problème de quotas ou de mode de vote. Est-ce que c'est proportionnel ou par individu? Ce sont des questions que nous devons nécessairement commencer déjà à échanger pour éclairer l'opinion. Ça, c'est bien. Nous devons éviter à surprendre l'opinion pour favoriser la violence dans notre processus démocratique électoral. C'est pour cela que j'ai dit, la dictature a été faite, mais par la démocratie. Oui. Et moi, j'encourage, pour ne pas perdre le temps, le président de la République doit suivre l'Assemblée nationale, entériner M. Kadima, passons autrement. Mais cela ne veut pas dire que nous validons la modalité de la façon où la plénière a été gérée, la façon où les confessions religieuses se sont comportées et la façon où le PV a été transmis. Nous le questionnons. Voilà. Mais nous pensons, nous pouvons résoudre toutes ces faiblesses dans les prochaines sélections des candidats de la CENI. Donc l'attitude d'Embosso n'est plus à personne, même vous. Mais, mon frère, nos papas, quand on grandissait à la maison, qui a aimé nos parents à l'époque? Nos parents n'étaient pas... On les a surnommés. Mais aujourd'hui, quand on a grandi, ce qu'on est devenu aujourd'hui, personne ne reproche à nos parents ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont légué quelque chose dans l'environnement où on ne pensait pas. Moi, j'ai trouvé l'attitude d'Embosso d'un parent responsable qui veut le bien-être de ses enfants et qui veut l'évolution de ses enfants, raison pour laquelle il doit taper la main sur les tables pour dire « avançons ». Et si vous analysez même ses paroles, quelque part, il reconnaît qu'il y a eu des faiblesses, mais néanmoins, on ne l'a pas laissé le choix. Combien de fois il a donné prolongation partant de loi? Les confessions religieuses n'ont pas respecté les institutions de la République, n'ont pas respecté même les lois de la République. Parce que la loi de la CENI avait mis un chronogramme qu'on devait déjà s'acquitter de ces dossiers depuis le mois d'août. Mais nous sommes arrivés jusqu'au mois d'octobre. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative de glissement pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Mais aujourd'hui, s'il y en avait eu, il n'a plus le choix. Parce qu'il a déjà les candidats, que lui-même, selon ce que l'opinion est en train de parler, que Kadima est son candidat. S'il est son candidat, pourquoi il y aura un glissement? Son candidat, oui, bien sûr, parce qu'on estime que le choix, coûte que coûte, sera toujours contesté. Non, je ne pense pas qu'il y aura un glissement, parce que si M. Félix Tshisekedi arrive à accepter le mot de glissement, c'est qu'il va commettre l'erreur politique. Ça, c'est une bonne chose. Et il va commettre l'erreur politique parce que la légitimité va poser problème. Très bien. D'une thématique à une autre. Parlons cette fois-ci affaire à M. Jean-Bonheur Congolo. Des ministres Kibasa Maliba, ça n'est sorti victorieux. Votre mot par rapport à ça, vous aussi, vous êtes victime des rames? Bon, je ne vais pas me comporter à l'attitude d'un victime, parce que... Comment ça? Il n'y a rien de gratuit sur Terre. Il faut toujours payer quelque part. Même nous voler nos unités à nous, nos crédits à nous. Je ne pense pas qu'il y a un voleur. Tant qu'il y a la loi budgétaire qui prévoit ce mode de perception de cet argent. C'était plus à nos élus, quand ils votaient notre budget, de faire attention à des petites lignes. Pourquoi on doit prélever les frais de RAM dans nos modes de communication? C'est à ce niveau-là qu'il fallait questionner
la loi budgétaire. Mais la loi a été votée. Aujourd'hui, on peut que payer les conséquences de nos 500 élus qui sont au Parlement. C'est eux qui ont donné le gouvernement, l'exécutif, ce pouvoir de nous retirer cet argent. Nous devons éviter les émotions. Moi, je donc, pourrais mettre... Ils ont agi par émotion. Aujourd'hui, les gens agissent par émotion parce qu'ils ne savaient pas que ça va coûter l'électorat. Parce que l'électorat commence maintenant à poser des questions, comment on est arrivé là-bas, et ils ne sont pas capables de bien informer l'opinion. Mais ils veulent profiter pour faire le buzz derrière quelque chose où la loi a été déjà votée. Vous comprenez? Certes, si la loi a été votée, on le sait très bien. Pour moi, je préfère, pour question des rames, nous devons persister à faire pression, savoir l'argent fait quoi avec tous ceux qui sont en train de nous couper. Et si nous avons maintenant des réponses et que nous ne sommes pas satisfaits de ça, nous sommes dans la session budgétaire. Exigeons maintenant le nouveau budget qui sera voté au niveau de l'Assemblée, que M. Sama Lokonde, qui est notre Premier ministre, n'ose même pas à faire passer encore des lignes budgétaires qui vont encourager la continuité des rames. Là, nous allons faire un bon travail des citoyens. Parce que pour moi, quand j'attends l'opinion parler... au moins indirectement que les rames n'est qu'une escroquerie. Non, je ne peux pas utiliser des gros mots qui n'arrangent pas notre population. Un autre mot à la place. Moi, je suis en train de payer ce que les 500 députés ont décidé à notre place quand ils ont voté la loi du budget. Et que l'exécutif, qui est le gouvernement, n'a pas d'autre choix que celui de récupérer cet argent. Très bien. Ma préoccupation, ce n'est pas l'argent qu'on prélève à moi ou à ma mère ou à mes grands-parents qui sont en Ndemba. Mais c'est plus, ils font avec ça quoi? Très bien. Parce que quand je parcours les hôpitaux, les écoles publiques, nos marchés, nos routes, je vois absolument rien qui est en train de se faire. C'est là où maintenant nous devons continuer à exiger la réponse. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Et cet argent aide à la gratuité de l'enseignement, en quelque sorte, selon les informations en notre possession. Partagez-vous cet avis? Je ne partage pas l'avis parce qu'il n'y a pas de documentation là-dessus. Nos collègues de la société civile qui travaillent dans la thématique éducation ne fournissent pas assez d'informations si réellement cet argent est utilisé pour la gratuité de l'enseignement. Plutôt, moi j'ai préféré si l'argent des rames pourrait être transféré pour la prise en charge de notre système électoral. Parce que les élections, c'est notre souveraineté. Nous devons approprier le processus électoral. Et pour l'approprier, nous devons contribuer à notre propre processus. Oui, la prise en charge de l'élection dans notre pays, oui, certes, après élection, qu'est-ce qu'on entend? Parce qu'on a eu déjà des élections ici, rien ne marche, rien ne change. Le même système qui continue. Non, le mal est profond. Donc, le système est transitionnel. Non, le mal est profond. Le mal, elle est ce qu'elle est. Ça a pris 80 ans à la Belgique de nous laisser une économie stable dans les années 60. Ça nous a pris 60 ans pour détruire cette nation. Donc si nous voulons élever cette nation, nous ne devons pas stimuler la perception de notre population, de nos citoyens, qui en croyant qu'avec 5 ans de Félix-Antoine Tshisekedi ou même deuxième mandat de son 10e mandat, nous allons arranger tout. Ça c'est faux et archi faux. Vous voyez, même Dieu a pris 7 jours pour créer cette terre, pour créer ce monde. Vous voyez, mais il est dit, il pouvait le faire en secondes, mais il a pris 7 jours pour aller reposer. Alors, ce qui veut dire la bonne citoyenneté, selon agir pour le peuple, c'est-à-dire rien sans le peuple pour qu'on avance. C'est-à-dire nous devons continuer à stimuler les besoins à celui de voir les quotas de femmes soient augmentés dans les institutions publiques.
Nous devons continuer à insister à avoir des jeunes préparent l'alternance ou le rajeunissement de nos institutions pour que la génération montante continue avec la lutte de nos parents et de nos grands-parents. Ça, c'est une bonne chose, ça j'aime. Nous allons prendre aussi un autre volet qu'on s'ancre à l'état de siège. On en parle toujours et encore. Rien ne marche, rien ne change. Alors que le monde, les gens continuent, la population continue à mourir. Alors, quelles sont d'autres méthodes à appliquer? Question de juguler une fois pour toutes l'insécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo, notamment la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Monsieur Jean Bonheur Congo. En fait, beaucoup de gens critiquent l'état de siège, peut-être par manque d'information, pour ne pas dire l'ignorance, ou pour ne pas dire des calculs politiciens. Moi, quand je suis rentré dans ce pays, après avoir excellé au diaspora, en Norvège et aux États-Unis, voire même au Kenya. Donc vous manipulez bien l'anglais. Exactement. Allez-y. Vous voyez, je suis descendu à Goma comme agent humanitaire. J'ai bossé là-bas pendant 8 ans avant de revenir à Kinshasa. Ok. La vie qui est aujourd'hui à l'est nord Kivu, aujourd'hui Ituri est trop récent. Si vous demandez à la population, ils vous diront qu'aujourd'hui on peut dormir. Bon? Si vous me demandez, même moi, nous qui habitaient dans les grandes barrières, tout autour des grandes barrières, parce que c'est là où les communautés internationales avaient sa base. Okay. C'est là où il y a eu la sécurité, il y a quand même la vie. Mais les gens qui étaient en dehors des grandes barrières, les gens ne dormaient pas. Mais aujourd'hui, quand nous arrivons là-bas et nous disons, moi aujourd'hui, nous avons à mes idées de dormir, sans s'inquiéter ce qui peut arriver. Il y a des poches d'insécurité. Okay. Il y a encore des complicités internes au niveau des Congolais, de ceux qui pensent que leur bulletin économique doit dépendre toujours de la crise de l'Est, qui continue à faire la résistance. Et nous n'allons pas conquérir cette guerre directement parce qu'il y a aussi des enjeux régionaux qu'on doit tenir compte par rapport à la crise des Grands Lacs. Mais néanmoins, l'état de siège permet quand même à notre population de commencer à reconstruire l'espoir ou la confiance avec l'État congolais. Parce qu'à notre époque, il n'y a pas eu l'autorité de l'État. Moi, j'ai pleuré chaque fois que je me retrouvais à cette... au nord, à l'époque, il faisait et au sud Kivu. Oui, c'était l'anarchie. L'État n'existait pas. Il y a eu des bourgmestres, des chefs du quartier par les noms et non par les faits. C'était la jungle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nos militaires, nos voyants militaires, ils sont en train de faire quelque chose. Et la population doit continuer à soutenir cette idée parce que ceux qui bénéficient de la population, aujourd'hui, même si à l'époque ils avaient 100% des bénéfices, mais aujourd'hui peut-être ils n'en ont que 10%. Mais si nous persistons dans cette mode de gouvernance, ils vont perdre tout et puis l'État va récupérer son autonomie. Et de là maintenant, nous allons nous habituer à se faire gouverner par un État responsable. Donc l'état de siège va bon train en quelque sorte. Pour moi, il y a des faiblesses, comme dans toute autre gestion humaine, qu'on doit améliorer au fil et à mesure. Mais faire croire à l'opinion que l'état de siège n'est que perte du temps et des revenus nationaux, c'est sous-estimer la vraie souffrance de nos populations de l'Est. Ça, c'est une bonne chose, mais récemment, j'avais reçu Ferdinand Cambert ici sur cette même chaise et qui a affirmé que pour qu'il y ait solution dans cette partie de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait faire, je ne sais pas moi, faire recours aux accords signés entre le Rwanda et la République démocratique du Congo.
Je ne sais pas, j'ai voulu simplement savoir, il s'agissait de quels accords signés entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une même mise, n'est-ce pas, dans cette partie de la République démocratique du Congo, qui serait peut-être à la base de tout ce que nous voyons là-bas à l'est de la République démocratique du Congo? Mon frère journaliste, il faut vous méfier souvent à des théories, des changements ou des complicités. La vraie accord, c'est celle qui a un soubassement constitutionnel. Très bien. Si les accords n'ont pas de soubassement constitutionnel, nous, les citoyens congolais, nous ne pouvons pas gober juste parce qu'il y a eu des individus qui ont pris un peu de whisky quelque part et après ils ont signé des documents et puis nous, on va l'avaler comme ça. Vous comprenez? Donc, il n'a pas la meilleure façon de vivre avec nos voisins, c'est de ne pas laisser notre espace pour des aventures, des rébellions à répétition. L'idée, c'est de développer l'économie transfrontalière entre nos voisins qui sécurise nos économies. Des trois, c'est d'assurer que nos citoyens frontaliers qui partagent d'ailleurs les mêmes langues parce que c'était des tribus qui ont été divisées par temps de fait de la colonisation ou de conférences de Berlin, de créer la confiance mutuelle. Comme nous avons eu avec les Bazomo de l'Angola à l'époque. Nous devons aussi avoir les mêmes messages avec nos frères de l'Est. De ne pas nous voir comme des ennemis, mais plus des frères. Parce que nous sommes censés vivre ensemble et développer ensemble. Ouais. Ça j'aime. Donc il n'y a pas question de diaboliser la population congolaise, quoi que ce soit. Donc l'état de siège continue, va bon train en quelque sorte. Ça doit continuer jusqu'à ce que nous serons respectés à notre juste valeur. Tous les groupes milices étrangères qui fonctionnent chez nous doivent cesser et tous nos groupes milices créés sur base communautaire pour protéger ou défendre leur communauté doivent aussi prendre fin et ces rôles doivent être restés à notre FARDC, à notre police, à notre service de renseignement de faire leur travail. Si nous voulons avoir des services de sécurité parallèles pour protéger nos communautés et protéger les intérêts de nos voisins, nous n'allons jamais y arriver. Ça, c'est une bonne chose. Donc, pour moi, l'état de siège, c'est cette compréhension. Ah, c'est cette compréhension. Voilà. Je comprends bien parce que nous tendons vers la fin de cette émission, mais on ne peut pas se séparer de vous sans pour autant brosser aussi cette information et entrer à la pollution de rivière Kasaï. Tout consort, déjà des manifestations commencent, ont déjà commencé dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il semblerait que vous aussi, vous venez de Chikapa, vous venez de là. Vous avez vu comment la population manifestait au sujet de cette pollution. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Effectivement, quand nous sommes arrivés à Chikapa, nous avons rencontré un peu plus des revendications auprès de la population que moi j'ai trouvé c'était vraiment pertinente parce que ça vaut à leur vie parce qu'il y a beaucoup de villages qui vivaient tout autour des rivières Kasaï dépendaient de ça, soit en faisant les pêches ou l'agriculture dans ces contrées et surtout nos femmes qui continuent toujours à être vulnérables et oppressées parce qu'il n'y a pas accès à l'eau potable dans des maisons. Il n'y a pas aussi l'énergie électrique. Donc la femme doit aller aux forêts pour chercher des braises pour faire tout et puis chercher de l'eau dans des rivières. Maintenant, la population qui se sont retrouvées pendant ce moment dans cette pollution, aujourd'hui, il y a des cas de santé qui commencent à se manifester. Et la société civile, surtout les activistes des droits de la femme, du Kasaï, ils ont quand même réussi à documenter certains cas. Et moi, personnellement, j'ai rencontré des victimes.
Et nous avons eu à échanger et nous avons trouvé, au-delà de l'effort que le gouvernement est en train de faire, le gouvernement central, je vais dire, parce que le gouverneur du Kasaï vient d'être réhabilité, à qui je les salue en passant, c'est celui de continuer avec l'effort trouvé pour que l'appui matériel que le gouvernement central avait donné ne soit pas seulement limité à des villages qui sont tout proches de la ville, mais s'assurer que ceux qui sont aussi trop loin puissent aussi en avoir. Je sais, les grands défis de notre pays, ce sont les infrastructures, particulièrement la route. Parce que la rivière a plus de 400 km de parties qui sont polluées. Maintenant, s'il faut distribuer des vivres qu'a apporté le gouvernement central pour arriver vers le fin fond de là où les autres ont été, il n'y a pas de route, c'est impossible, c'est impraticable. Et la même population vulnérable doit venir en ville pour récupérer sans tenir compte des kilos et des bagages qu'elle doit rentrer avec. Or, la plupart des transports là-bas, ce sont des vélos. Moi, j'ai rencontré. Les gens utilisent des vélos pour faire des navettes. Et ce qui justifie leur vulnérabilité et les coûts élevés de la vie. Au-delà de ça, le gouvernement, par des mesures provisoires, a interdit les villageois à utiliser de l'eau jusqu'à ce que ça sera certifié. Pour favoriser la création... Mais comment ils font pour vivre? Pour favoriser la création des forages. Chose qui est bon. Mais on a rencontré aussi notre partie des ingénieurs civils qui ont dit, partant des communications des rivières avec des autres réseaux, il pourrait arriver que certains forages puissent avoir déjà des contacts avec l'eau qui est polluée. Mais la meilleure façon qu'eux-mêmes sont en train de faire leur plaidoyer, que moi j'ai transmis à travers votre micro, c'est celui de réhabiliter les services de régie des eaux. Comme ça, l'eau des régies des eaux est quand même certifiée et une fois elle est distribuée d'une manière équitable, ça va favoriser à cette population d'avoir de l'eau potable au lieu de faire des forages qui peuvent avoir des communications avec de l'eau polluée. Donc, et l'autre côté, c'est aussi la prise en charge médicale. Il y a eu des dons de médicaments qui ont été installés dans des zones de santé concernées, mais il y a d'autres types de malades qui sont apparus dans des corps de femmes qui nécessitent la prise en charge gratuite à cette population. Mais néanmoins, jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas eu cette mesure spéciale pour la population qui se retrouve dans cette zone de pollution, afin que leur santé soit prise en charge d'une manière gratuite et holistique. Donc, c'est au gouvernement congolais, ce que je peux interpeller à travers votre micro. Le ministre de la Santé, en tout cas, vous devrez vraiment regarder d'une manière vraiment objective ce qui se passe au niveau du Kasaï. Nos femmes, nos enfants, nos jeunes filles développent déjà des maladies vraiment qui demandent votre attention, et la prise en charge holistique gratuite sera aussi quelque chose de positif pour votre gouvernement, surtout pour votre bilan. C'est important. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je vous accorde 1 minute seulement pour brosser tout ce qu'on vient de dire, peut-être tout ce que vous n'avez pas pu dire pendant l'émission, entérinement de Kadimon et tout qu'on sort en l'espace d'1 minute. Ce que j'aimerais dire à l'opinion qui nous suit à travers votre télévision est que l'entérinement de Denis, elle n'est pas parfaite, mais elle est importante parce que nous devons aller dans d'autres sujets les plus importants qui est la loi électorale. Et d'aider, ça nous épargne aller dans les glissements où nous allons encore souffrir sur des questions de la légitimité des institutions. Et de 3, ça va encore nous retarder dans les processus constitutionnels à qui nous avons tous voté, et nous sommes jaloux de voir cette constitution continuer à gouverner notre État. Et à ce qui concerne l'état de siège, je sais que la population, d'une manière générale, se retrouve déjà dans les efforts que nos voyants militaires de la FARDC
et des services de renseignement ainsi que de la police sont en train de faire. Il y a des faiblesses. Le gouvernement, bien sûr, elle est informée. Elle peut avoir des manques de moyens, mais il faut toujours rester en solidarité avec nos forces, dénoncer tous les citoyens qui sont en complice avec nos ennemis pour que nous puissions pacifier et retrouver la paix dans notre partie de l'Est pour que le développement soit une réalité dans les jours à venir, surtout la paix morale, la paix psychologique à qui nous avons raté il y a longtemps. Mais en ce qui concerne la situation de pollution, je réitère encore le plaidoyer de la société civile du Kasaï, c'est celui d'une prise en charge holistique et surtout pour des cas de maladies identifiés et aussi de vivre pour des populations qui vivaient dans cette rivière, qui n'arrivent plus à faire l'agriculture parce que l'eau est polluée, afin que l'État trouve des mécanismes humanitaires importants, urgents, pour continuer à assister cette population. Ça c'est bien, c'était là Jean Bonheur Kongolo, membre d'honneur de la plateforme Agir pour les peuples. Avec lui, nous avons brossé les questions croustillantes en République démocratique du Congo avec l'entérinement de Denis Kadima qui dégage, disons ça comme ça, un climat des tensions, des ralliements qui se font sentir. Vous le savez, attendons voir, est-ce que le chef va-t-il entériner, n'est-ce pas, son élection ou comment sa désignation? Tentative de réponse dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Merci, monsieur Jean Bonheur Kongolo, d'avoir accepté notre invitation et ça ne sera pas la toute et la dernière fois. Que vous soyez aussi le prochain invité à chaque fois. C'est à moi de vous remercier. L'actualité nous exige. Merci à toi, Elohim Kongolo, Marc Mbombo, Guilain Boba, juste après moi avec Club Plus, qui reçoit pour vous India Oumari. D'ici là, portez-vous bien, faites-nous confiance et vous ne serez pas déçus. Au revoir.